Et donc je fais le casting d'Alice Nevers, Le juge est une femme. Et pour la petite anecdote, ce que j'ai jamais dit en interview, c'est que je passe le casting, je réussis le casting, et d'un coup, je sais pas, j'ai une montée de flip, et je me dis, je veux plus le faire. Salut à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Nouvelle rencontre aujourd'hui avec celui que vous connaissez notamment pour ses rôles au cinéma. On a tous en tête L'Ascension, super film, mais aussi pour ses spectacles. Il vient de finir le dernier là, qui est sur la toute fin. Il reste quelques places d'ailleurs, dépêchez-vous. Ça s'appelait Différent. Rencontre aujourd'hui avec Ahmed Silla. Il est là, il nous attend. Salut Ahmed. Salut RTS. Merci beaucoup. Salut Nicolas. Ça va, bah, merci de m'accueillir. Comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Ouais. Honnêtement, ouais, ça va super bien. J'enchaîne les dates de tournée. Ça se passe très très bien. Le public est au rendez-vous. Donc, non, vraiment, je vis un petit conte de fées là en ce moment. On est sur la fin de la tournée en tout cas pour ce spectacle Différent. Yes. Il n'y en aura pas d'autres? C'est la fin? Ça finit à Playel à Paris? Ça finit à Playel à Paris. Vraiment, sauf si... Non, je pense pas. Ça finit à Playel. Ouais, ça finit à Playel. Comment on sent quand on termine comme ça une aventure, une tournée, un spectacle? Ben, quand on sort surtout d'une tournée qui est très intense, on a fait, je crois qu'on va finir à... on va être pas loin des 150 dates. Donc ça a été très intense, en plus des tournages de films, etc. C'est vrai que quand on voit le bout du tunnel, on se dit ça y est, c'est la fin. Et en même temps, j'anticipe déjà ça me manque. Okay. Ça me manque un petit peu. Ouais. Vu qu'on est sur la fin de la tournée, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui nous attend? Je vais vous en dire un tout petit peu plus, que voilà, pour pas tricher par rapport aux autres, pour ça être marche. Juste. Non, mais ce spectacle qui s'appelle Différent, on a voulu explorer le thème des frontières, des différences, qui est très actuel, très marqué dans l'actualité. Et voilà, donc ça va aussi bien de la frontière entre l'homme et la femme, la frontière entre l'homme et l'animal, la frontière entre l'homme et la technologie, la frontière entre la vie et la mort aussi. Entre les riches et les pauvres. Aussi, d'une manière un peu rigolote comme ça. Mais voilà, autant de thèmes qui sont hyper universels. Et c'est le moyen, c'est le prétexte, voilà, à faire pas mal de vannes, à créer beaucoup de personnages. En tout cas, on voulait un spectacle qui soit totalement inédit et totalement différent du précédent. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote, par exemple, je sais pas, sur les différences hommes-femmes, ça donne quoi? Ah le coquin. Je veux en savoir plus, mais je serai là quand même. On a fait exprès de faire cette bande-annonce. Quoi? Vous attendiez une vanne là? Non, pour ça faut venir voir le spectacle. D'habitude, les bandes annonces, c'est bon, t'as plusieurs extraits du spectacle avec les moments un peu forts. Là, on a dit, on met rien. Vraiment, on met rien. Comme une, tu vois, on a voulu faire une pub un peu parfum, un peu mystérieuse. Ça marche. Hein. D'ailleurs, d'un point de vue esthétique, en tout cas, ça marche parfaitement la pub parfum. On la retrouve. Non, mais je mets en opposition l'homme et la femme de manière un peu subtile. C'est-à-dire qu'on se rend. D'abord, je critique un peu les femmes et on se rend compte que nous, les hommes, c'est pire. Ça réagit dans la salle, j'imagine, à ce moment-là. Ça réagit beaucoup. Est-ce que tu as déjà... Bon, là, c'était ton 3e spectacle, celui-là, si je me trompe pas. Exact. Est-ce que tu as déjà la tête un peu tournée vers le prochain? Un petit peu. Je te cache pas que là, je vais faire une pause plus ou moins longue. Bon, ça ira, ce sera pas très long parce que ça me manque très vite la scène. Une pause de scène, tu veux dire? Voilà, une pause de scène. Ouais. Pour rempiler un nouveau spectacle, trouver un nouveau sujet, un nouveau thème. On a déjà 2-3 petites idées comme ça avec mon frère avec qui je travaille, qui est le metteur en scène du spectacle et des futurs. Mais rien n'est arrêté encore pour l'instant. Ok. Ouais. Et comment ça se passe quand justement là, quand dans les mois qui suivent, tu vas commencer à y réfléchir? Vous vous retrouvez tous les deux avec ton frère, vous pensez à des idées, ou alors c'est toi dans la vie de tous les jours qui prends des notes? C'est ça, moi dans la vie de tous les jours je peux prendre des notes, dès que j'ai un personnage comme ça nouveau qui me plaît, qui me fait rire, et ben je le note dans un coin de ma tête, on se fait des brainstorming aussi d'idées qu'on a envie d'aborder, des thèmes, parce qu'on n'aborde pas tout. Et puis voilà, pour l'instant c'est vraiment c'est encore très dans l'espace. On n'a rien encore catché comme ça pour le garder et se dire ok, c'est ça le futur thème du prochain spectacle. On va revenir un peu sur l'histoire Ahmed Silla, sur ton histoire, en tout cas d'un point de vue artistique. Déjà j'ai une première question, tu vas avoir 30 ans dans quelques semaines. Yes. Comment tu le vis? Oh la vache, dans quelques semaines là. Ouais. Oh là là. Non, comment je le vis? Moi, honnêtement j'ai hâte. Ok. Ouais, ça y est, je quitte la vingtaine. Ouais. Ça y est, je leur laisse
Je leur laisse la vingtaine. Non, bah ça fait partie du cycle de la vie. Et moi, j'ai pas peur de vieillir. Vraiment. Okay. Ouais, j'ai pas peur de vieillir. Parce que je pense que j'ai mon âme d'enfant qui, elle, ne vieillit pas. Qui a toujours soif de faire rire les gens, qui a toujours soif de divertir. Donc, je pense que même à 40 ans, je serai un grand gamin si Dieu me le permet. Je disais, on va revenir un petit peu sur ton histoire rapidement. T'es né à Nantes. Yes. T'es né avec des parents qui étaient commerçants. Exact. Du coup, ça veut dire que tu n'avais pas forcément de rapport avec ce monde des médias, ce monde du cinéma. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'y aller ? Mais je sais même pas ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Très honnêtement, en fait, c'était pas un rêve d'enfant. C'est-à-dire que c'était ma passion. Ok. Mais le fait c'était justement ça. C'était tellement utopique pour moi de devenir acteur, comédien, faire de la scène. C'était quasiment impossible, quoi. Fallait ouvrir des portes qui n'étaient même pas atteignable. Donc non, c'était très loin. En fait, j'ai découvert le théâtre au collège-lycée et c'est ce qui m'a permis après de plus jamais sortir du théâtre, quoi, de la scène. Okay. Vraiment, je me suis vraiment réveillé et révélé là-bas. Avec les ateliers théâtre et avec les ateliers théâtre, l'improvisation, j'ai gardé ça en option théâtre. Okay. Pour avoir un peu plus de points. Ok. On connaît ça. Au bac, tu connais. Et puis ouais, non, ça m'a permis vraiment de... En tout cas, je me sentais vraiment libre, j'étais épanoui, j'avais vraiment l'impression d'être à ma place quand j'étais au théâtre. Ok. Ouais, j'étais attentif, j'étais dévoué, ouais, j'avais envie de bien faire. Et t'étais déjà dans des rôles plutôt comiques ou pas du tout ? T'as joué un peu de tout on a fait un peu de tout, hein. On a fait pas mal d'improvisation, on a fait quoi d'autre ? J'ai fait une pièce, si je me souviens bien, ça s'appelait Boulimiro de Fabrice Melchior. Ok. Une pièce assez contemporaine, on a fait Le Malade imaginaire. Les classiques. Ouais, franchement, on a fait pas mal de choses. Ok. Est-ce que tu avais des modèles de comédiens, je sais pas aussi, qui t'ont peut-être inspiré, des modèles à la télé, dans les comédiens connus ? Quand je me remémore mes années un peu d'enfant, c'était Raymond Devos, Louis de Funès, Michel Courtemanche. C'était vraiment les mecs qui me faisaient rire, quoi. C'est-à-dire, en fait, je les voyais à la télé et je restais bloqué, quoi. Okay. Surtout Michel Courtemanche. C'est-à-dire qu'il jouait avec son corps et il avait quasiment pas de texte, hein. Si je me souviens bien, il fait le golfeur, le bébé. Tu regardes, il y a quasiment pas de texte et c'est hilarant. Donc c'est vraiment les premières personnes et je me souviens que je les copiais et je me disais j'ai envie de faire rire comme eux me font rire. Okay. C'est vraiment ça. Et après évidemment j'ai grandi avec toute la génération Jamel Debbouze, Franck Duvosc, Florence Foresti et voilà, après ça m'a donné envie pareil de faire rire, de faire des vannes, d'être piquant, c'est ça. Et du coup la première fois que nous on te découvre, en tout cas c'est dans le Samba Show. Ouais. C'est il y a presque 10 ans. Presque 10 ans, ouais. Comment tu te retrouves du coup de ces cours au Samba Show ? Eh ben, j'avais posté une vidéo sur internet avec l'aide de mon petit frère qui m'avait filmé de manière très sobre, je me souviens. Et on avait posté ça sur Facebook et ça avait fait vraiment un buzz assez incroyable à l'époque. En plus c'était à l'époque où voilà, Facebook était un petit peu vraiment à la mode, tout ça. Donc et là donc il y a un producteur qui m'appelle sur Paris, qui me dit écoute viens, je t'offre ma scène, quoi. Et donc je me retrouve au Samba Show et je commence des petites scènes ouvertes comme ça. Après on fait des belles salles, le Casino de Paris, les Folies Bergères. Donc c'était vraiment hyper agréable. Et puis de là en fait je décide d'intégrer On ne demande qu'à en rire sur France 2 avec Laurent Ruquier. Voilà, avec Laurent, et c'est là que ça a vraiment fait. Combien de temps dans On ne demande qu'à en rire ? On demande qu'à en rire, on a fait 2 ans. J'ai fait 2 saisons. Ok. Et c'est là que voilà, ça a fait un vrai push-up, quoi. Et en parallèle, il y avait des vidéos sur YouTube aussi un petit peu. Et en parallèle, ouais, il y avait des petites vidéos sur YouTube. Alors, en fait, moi j'ai commencé à l'époque de Vine. Ok. Avant que Rest in Peace Vine. Vraiment, c'est parti. C'est des petites vidéos de 6 secondes en boucle. C'est ça. J'ai commencé là-dessus. Après, j'ai fait des petites vidéos pareil sur Instagram, Facebook. Voilà, des petites vidéos très courtes qu'on essayait de. C'est très à la mode à l'époque. Et puis voilà, ça, en fait, les deux combinés font que la télé et Internet. Et je commence en plus à écrire mon premier spectacle qu'on joue au Petit Palais des Glaces et les gens commencent à affluer dans la salle et tout, donc
Non, c'est galvanisant. À chaque fois que je me rappelle ces années-là, je suis très nostalgique. Et justement, et quand tu vois ces années-là, c'est-à-dire quand tu revois tes premiers sketchs et tout, quel regard tu portes sur toi-même C'est encore très vert. Hein. Ouais. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, je me considère encore comme j'ai encore pas mal de choses à évoluer. Je travaille encore, je travaille tout le temps. C'est pour ça que c'est le spectacle vivant. Hein. C'est que c'est sans cesse en mutation, sans cesse en évolution. Donc voilà, mais c'est vrai que quand je revois certaines vidéos, certains sketchs, je me dis ah ouais, putain, Ahmed là c'était très facile. Hein. C'est-à-dire que, mais pour moi j'avais l'impression de retrouver la vanne du siècle. 2014, on te retrouve cette fois-ci en télé dans un rôle complètement différent. Cette fois-ci, tu joues vraiment, t'incarnes un personnage dans une série. Ouais. Alice Nevers, le juge est une femme. Exactement. Comment tu te retrouves dans cette aventure ? Casting. Ok. Vraiment casting. Donc toujours à l'époque on te demande. Par ta volonté, c'est toi qui veux y aller. Hein. J'avais rencontré un agent qui me dit écoute voilà, on commence à avoir des petites propositions, des recherches de casting, qui recherchent des comédiens, tout ça. Donc je dis bah écoute voilà, on saute le pas. Et donc je fais le casting d'Alice Nevers, le juge est une femme. Et pour la petite anecdote, ce que j'ai jamais dit en interview, c'est que je passe le casting, je réussis le casting, et d'un coup, je sais pas, j'ai une montée de flip, et je me dis, je veux plus le faire. Ok. Je sais pas pourquoi. Je me dis, ouais, peut-être ça me correspond pas, je suis censé être drôle, là c'est un rôle de policier, tout ça. Donc je refuse, je dis à mon agent, ouais, non, je veux plus le faire. Et vraiment merci à la production, notamment Pascal Brognaud, qui est Ego Production, qui a insisté et qui a dit non, vraiment on sent que tu peux endosser le rôle, défendre ton truc et apporter vraiment un souffle à la série. Et je me suis laissé porter, avec mon frère on a décidé d'y aller et ça nous a vraiment offert pareil 2 belles saisons incroyable, et ça m'a mis le pied à l'étrier devant la caméra, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu un volume de travail, un volume de tournage tellement important. Moi d'ailleurs je leur tire mon chapeau à chaque fois à Jean-Michel Tinufeli et Marine Delterme et toutes les équipes évidemment, mais parce que c'est une telle somme de travail, de tournage et tout, et voilà. Et donc ça m'a ouvert la voie après vers le cinéma. Ça fait 3 fois là que tu parles de ton frère, il est super présent, on a l'impression. Ouais. Ah, il est très présent. Mon grand frère, c'est-à-dire qu'il est là depuis le début. Ouais. Beaucoup plus maintenant parce qu'on est producteur maintenant. On a cette casquette de producteur maintenant. Ouais. C'est aussi le metteur en scène du spectacle. C'est-à-dire qu'il a appris, il a pris le temps. Il n'est pas arrivé comme un bulldozer en disant non, c'est mon petit frère, je veux être son metteur en scène, tout ça. Il a d'abord laissé la place, observé, il a appris, il a beaucoup lu. D'ailleurs je le taquine toujours avec ça parce qu'il a fait la formation de lecture rapide. Okay. De lecture rapide, pardon. Et donc du coup comme monsieur lit maintenant des livres en 15 minutes, 30 minutes, okay. Et il a vraiment avalé beaucoup d'informations. Et à partir du moment où il m'a dit écoute Ahmed, je me sens prêt à être ton metteur en scène, et je lui ai dit écoute banco, viens, on se fait confiance. Donc voilà, on a une relation hyper fusionnelle, hyper fraternelle. C'est-à-dire qu'il a toujours été le grand frère protecteur comme ça. C'est-à-dire que c'est le grand frère poule. Okay. C'est-à-dire qu'il protège vraiment sa fratrie, ses petits frères et sœurs. Et c'est vrai qu'avec moi, j'ai vraiment l'impression que sans lui, j'aurais pas été là aujourd'hui parce que il m'a permis de faire des choix à des moments donnés de ma carrière qui ont été hyper important. C'est-à-dire que tous les choix de films, tous les choix de séries, tous les thèmes et les sujets de spectacle, on les choisit, on les réfléchit ensemble. Et il a une vraie vision. C'est un visionnaire. C'est-à-dire que vraiment, il m'a amené là où je pensais pas pouvoir aller. Justement, en parlant d'aller là où tu ne penses pas pouvoir aller, tu disais tout à l'heure, j'ai hésité au début Alice Nevers parce que je sortais je faisais du comique et on me propose un rôle aux antipodes. Est-ce qu'aujourd'hui tu te verrais avoir un rôle complètement aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un rôle peut-être même complètement tragique? Très honnêtement, c'est une de mes volontés. Ok. Mais j'ai envie de prendre le temps parce que j'ai pas envie de faire le Ciao Pantin, genre. Ouais. Ahmed qui tout d'un coup se prend au sérieux et veut montrer qu'il peut jouer du tragique, du dramatique. Non, c'est une envie en moi parce que dans chacun de mes spectacles, j'ai toujours eu un moment où je pose un peu les choses. J'essaye un petit peu entre guillemets d'arrêter le temps et de toujours par le rire, mais d'apporter une touche un peu d'émotion, ouais, d'émotion et de vérité, d'un truc un peu sincère. J'aborde notamment dans le spectacle différent la mort de mon père à la fin du spectacle.
Et je me rends compte qu'en fait, il se passe un truc incroyable dans la salle. C'est-à-dire qu'on a rigolé pendant 1h30. Et à la fin du spectacle, on rigole encore, mais on est touché. Moi y compris, moi le premier. Et j'ai envie d'aller vers là aussi dans le cinéma. C'est-à-dire que je me dis, si j'arrive à toucher les gens au travers du spectacle, par le rire, je peux le faire aussi au cinéma. Et puis après, ça s'est vérifié avec l'Ascension. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça qui me pousse et qui me dit, tu sais, vas-y, tu sais, la petite push comme ça dans l'épaule là. Vas-y. Donc voilà, mais je veux évidemment choisir le bon projet et pas me précipiter. Je voudrais revenir sur ton premier film. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film. C'était 2 parties en fait, mais qui ne faisaient presque qu'un. Call of the Dead. Exact. Tu peux nous en parler, juste revenir sur le pitch de ce film pour ceux qui l'ont pas vu. Et ben le pitch du film, c'est du foot et des zombies. C'est très simple. C'est ça. C'est du foot et des zombies. C'est-à-dire que il y a un match de foot dans un village, voilà, un peu. Donc c'est un film assez rural finalement, puisqu'on joue, on va très très loin de Paris. Et donc dans mes souvenirs, c'est donc Idriss Diago. Moi je campe le personnage d'Idriss Diago, qui est le numéro 10 de l'équipe, qui se la raconte un petit peu, alors que je suis éclaté au foot. Je suis nul. Et donc pendant le match, il y a une espèce d'épidémie qui se répand comme ça, où les gens commencent à se transformer en zombies. Et nous, on va devoir échapper à ça. Et c'est très 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 drôle. On est d'accord, ce film il est un peu ovni dans l'univers. Ah, c'est un ovni, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il est même pas passé dans les salles obscures. Je crois qu'il a eu très peu de copies. Mais en tout cas, il a bien marché en replay sur Canal+, parce que c'était Canal+ qui accompagnait ce projet-là. Et il a bien marché en replay et on m'en parle de temps en temps, ouais. Donc c'est mon premier long métrage. Celui dont on te parle tout le temps, c'est l'Ascension. Ouais. On s'était rencontrés justement à l'occasion de ce film, regardez. J'avais entendu parler d'Ahmed sur les affiches qu'il y avait à Paris, au Palais des Glaces, et puis parmi les humoristes qui arrivaient. Et on a fait un casting, voilà. Et donc c'est Ahmed qui l'a emporté haut la main. C'est un vrai tournant pour toi, j'imagine, ce film? Bah ce film, c'est vraiment... c'est-à-dire que j'ai eu la gestation avec Call of the Dead, et la naissance, c'est vraiment l'Ascension. C'est-à-dire que j'ai vécu un tel blast comme ça d'émotion, de kiff, en fait tout était démesuré sur ce film, tant au niveau du casting que le tournage, que la sortie du film, que les retours qu'il y a eu. On a fait plus d'1 million d'entrées sur mon premier film entre guillemets qui a été partout en France. Bah, ça a été incroyable, c'est-à-dire que j'ai fait le casting, j'ai fait 4 callbacks. Donc à chaque fois je revenais, je me disais ça va être moi, ça va être pas moi. J'étais dans cette angoisse là de savoir si j'allais obtenir le rôle. J'obtiens le rôle. On part en tournage, on part 3 semaines au Népal. On rencontre une population qui est juste formidable, qui nous accueille à bras ouverts, les Sherpas dont c'est le métier de porter les sacs et d'accompagner ceux qui veulent faire cette ascension de l'Everest et d'autres montagnes aux alentours. Voilà, c'est un peuple qui est juste magnifique, qui est au service des autres et qui est accueillant, je te jure, je t'en parle, j'ai des frissons. Parce que je revis le truc. On a marché 3 semaines avec eux, c'était dingue. Justement, moi je pars au Népal là dans quelques semaines. Quel conseil t'aurais à me donner? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais rester que 3 jours, mais quel... Tu vas marcher un petit peu dans les hauteurs. Vraiment, va au plus proche de la population et tu vas voir à quel point c'est un kiff. C'est une boule de kiff. C'est-à-dire que tu te déconnectes. Moi, je suis quelqu'un je suis de la génération Y, ultra connecté, tout ça et tout. Là-bas, t'es coupé de tout. T'as pas de téléphone, quasiment pas d'internet. Tu rencontres des gens et tu les regardes dans les yeux et tu partages des vrais bons moments, quoi. Donc c'est vraiment hyper cool. Alors au niveau de la bouffe, t'attends pas à de la gastronomie. Ça c'était très dur. J'ai perdu 7 kilos là-bas. Bien fait parce que j'aime bien, en plus tu vois, j'aime bien la malbouffe. Tu vois, donc c'est très minimaliste, surtout dans les montagnes. Ils mangent pour avoir des forces. Ils mangent pas pour le kiff sur son lit, son canapé. Il n'y a pas de caviar là-haut. Je mange pas de caviar. Mais non, c'est assez minimaliste. Mais en tout cas, c'est-à-dire que tu te nourris vraiment des gens. Et ça, c'est un vrai bonheur. Je vais revenir, on va pas pour aborder tous tes films, même si t'as fait combien de films pour l'instant? Là pour l'instant c'est donc j'ai fait Call of the Dead, j'ai fait l'Ascension, j'ai fait Chacun pour tous, Le Dindon et Inséparable. Donc c'est mon 5e film. 5 films. Ça se compte sur les doigts de la main.
Bah si, une petite chronique sur ces 5 films. S'il y en a un là tout de suite qu'il fallait voir, enfin voilà, quelqu'un qui n'a jamais vu un film d'Ahmed Sillal, lequel il doit voir en premier? Lequel il doit voir en premier? Ouais. Ah, c'est dur. Un pote te dit ah bah j'ai vu aucun de tes films, c'est pas un bon pote déjà, lequel tu lui conseilles? Ouais, lequel je lui conseille bah s'il veut vraiment se marrer, faut qu'il regarde Inséparables. Ok. Parce que voilà, vraiment c'est le film dans lequel je me suis le plus marré. C'est-à-dire que avec Alban Ivanov, ça a été un vrai plaisir de tournage. Varan Tsoudjian, il a été vraiment au top. En tant que réalisateur sur ce film, ça a été vraiment incroyable. Donc s'il veut se marrer, vraiment, faut qu'il regarde Inséparables en premier. Ok. Et mon deuxième bébé, c'est l'Ascension, évidemment. Faut qu'il voit ces 2 films-là en priorité. Et les 3 autres après. Et les 3 autres après, on kiffe. Voilà. Et si on devait voir un sketch? Un sketch? Lequel? Aïe, 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 aïe. Si on devait voir un sketch, ben comme je suis encore en plein dedans. Même si ça va faire bientôt 3 ans là que j'ai perdu mon papa. Si vous deviez voir un sketch, je pense que c'est le sketch à la fin de Différent. Qui je raconte comment j'ai accompagné mon père jusqu'à la dernière frontière, jusqu'à l'ultime checkpoint. Ouais, non, je suis assez fier de ce sketch là parce que je pensais pas que je pouvais être capable de pouvoir entre guillemets faire le deuil de ça sur scène et que ce soit en fait que je prenne du plaisir à le faire. Vraiment, j'ai pris du plaisir. Je crois que j'ai pleuré une seule fois sur scène quand j'ai fait ce sketch là, c'était à Marseille, je m'en souviens. Mais sinon à chaque fois ça a été un moment de kiff quoi. Donc ça fait partie de cette étape de deuil. Donc ouais, c'est un des sketchs dont je suis le plus fier. On a hâte de le voir en tout cas. Ouais. On va revenir sur on va parler un tout petit peu musique au travers d'une photo que je vais te montrer rapidement. Ouais. En fait, c'est la toute première fois où je t'ai rencontré. Tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose. Tu t'y attends pas, hein. Oh! On s'est vu là? Oui, on s'est vu là. Mais c'est pas vrai! Mais si. Bah, c'est pas un montage, hein. Oh la vache! Tu faisais quoi, le son Non, en fait, je travaillais à l'endroit où tu tournais. C'est pas vrai? Si. Non, mais le monde est incroyablement petit. Tu vois pourquoi j'adore ce métier? Vas-y. Parce que en fait c'est une boucle. T'as l'impression que tu sais des gens que tu rencontres au début, tu les retrouves à un moment donné, c'est ça qui est. Alors pour info, on est au Tennis Club de la Roseraie à Jean-les-Pins. Tennis Club de Fabrice Raveau que j'embrasse d'ailleurs au passage. C'était pour le tournage. Pour le tournage du clip de mon ami, mon grand frère Rof. Sans forcer. Sans forcer. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure? Alors, comment je me suis retrouvé dans cette aventure? L'équipe du tournage et l'entourage de Rof cherchait un comédien. Donc ils lui ont demandé évidemment voilà, qui est-ce qu'il aimait bien en ce moment dans la nouvelle génération, tout ça. Mon nom est sorti. Et il se trouve que je suis archi fan de Houssni. Donc j'ai dit oui avec mon grand frère. C'est le seul clip, si je dis pas de bêtises, c'est le seul clip de rap que j'ai fait, je crois. C'est le seul clip musical que j'ai fait. Et c'était un vrai kiff. J'ai vraiment rencontré une belle personne. Il a fait des bêtises. Je lui ai dit d'ailleurs, je l'ai engueulé. C'était marrant parce que je suis plus petit que lui. Ouais. Je le considère vraiment comme un grand frère. Et quand je l'engueulais, il m'écoutait. Il me disait vraiment, voilà, ouais. Il me dit, ouais, j'avoue, j'ai déconné. C'est-à-dire qu'il est. J'étais assez content. En fait, j'étais assez fier de me dire qu'il pouvait écouter, que c'était pas une tête brûlée comme. Ah oui, non. Comme on pouvait le laisser entendre, même si voilà, il a ses coups de sang, il a son caractère et qu'il a fait certaines bêtises quoi. Ouais, enfin il a aussi une discographie incroyable. Mais il a une discographie incroyable vraiment. C'est-à-dire qu'en tournée dans le van, ça fait partie des moments qu'on partage avec l'équipe. On se met du Rof à fond. Ok. Voilà. Quand on met Testament 2 ou Testament dans le van, ça part en cacahuète. Ah ouais. On va conclure cette interview avec 3 questions qui me restent. Yes. 2019, on vient d'en parler. Yes. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu cette tournée, Différent. Il y a eu 2 films. Ouais. Il y a eu le doublage de Men in Black aussi. Exactement. Qu'est-ce qui nous attend pour 2020 ? Pour 2020, il vous attend pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as le droit de dire ? En gros. Aïe. Non, pour 2020, je peux déjà vous dire que, puisque c'est signé, voilà, c'est dedans, c'est dans les clous. Sans vous dire quoi, parce que j'ai vraiment envie de faire la surprise. Okay. Et je pense que la surprise, elle va être énorme parce qu'il va y avoir du changement. Ok. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais il va y avoir du changement. Donc il y a 3 films qui sont en préparation. Ok.
Voilà, donc ça va courir sur 2020, 2021 et 2022 si la santé est là. Mais ouais, il y a 3 tournages de films qui sont en préparation et c'est 3 tournages vraiment assez fous. Ok. Vraiment, il y a des trucs, il y a un truc qui sera un peu rétro. Ok. Il y aura une comédie un peu romantique. Ok. Voilà. Il y a une comédie d'action. Ok. Et j'ai dit, ça fait 3 là. Hein. Ça fait 3 là. Ça fait 3, j'ai envie de signer un 4ème, on dirait. C'est ça. Bon, en tout cas, on reste à l'écoute, on regarde tout ça sur les réseaux sociaux. Exactement, ça va arriver très vite. Déjà, il y a la fin de la tournée. Je vous rappelle les dates 20, 21, 22 à la salle Playel à Paris. Il me reste 2 questions. Yes. L'avant-dernière, c'est une petite chronique. Tu as des cartes qui sont devant toi. Ok. Je vais te laisser tirer la carte de ton choix et cette carte va correspondre à une question. En fait, c'est des cartes de tarot. Le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Alors, ce sera pas celle-ci déjà parce qu'elle est tombée. C'est ça. Alors, King qui tombe. Ça correspond à une question. L'impératrice, en fait, c'est le symbole de la jeunesse dans le tarot de Marseille. Comment tu étais, toi, quand tu étais jeune, quand tu étais enfant? J'étais très hyperactif. Ok. Beaucoup de timidité. Ok. Et j'ai essayé de masquer cette timidité en fait par le rire et par les personnages que j'inventais dans ma tête. Ok. Voilà. Et je peux en choisir une autre? Ah bah si tu veux une autre question, vas-y. J'aime bien le délire. J'aime bien la carte. Vas-y. Oui, je sais, j'aime bien la carte. On prend peut-être des risques. Hop, le pape. Le pape. J'avais dit que tu prenais peut-être des risques. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la religion? J'en prends une autre. L'amoureux. Tu veux l'amoureux? L'amoureux. C'est l'histoire de ma vie. Hein. Dis-moi une belle chanson d'amour. Une belle chanson d'amour. Que t'as un petit peu honte d'aimer mais que tu kiffes trop te mettre en fait. Une chanson d'amour, alors c'est pas vraiment une chanson d'amour, mais c'est une chanson qui... si, c'est l'amour entre une mère et son enfant. C'est Hélène Ségara, L'amour est un soleil. Ok. Ça donne ça. L'amour est un soleil qui ne m'a le sang de mène, et partout le temps tu m'oublieras. Tu arrives et tu me donnes envie de vivre, et moi qui hier encore voulais me jeter dans le vide. Ça c'est génial. Hélène, bravo. I love you. On tire les 22 cartes si tu veux. Non, dernière. C'est vrai? Le chariot. Le chariot. C'est quoi le chariot? C'est quoi toi ta définition du succès? Est-ce que c'est lié à la notoriété? Ah, c'est une bonne question ça. J'aime bien le délire, fallait faire ça dès le début. Ça veut pas dire que j'aimais pas les questions. Non, mais j'aime bien moi les trucs un peu, tu sais, c'est enfantin ça. Non, est-ce que le succès c'est un rapport à la notoriété? Pas du tout. Okay. Parce que t'as des gens qui ont du succès dans leur vie, dans leur métier de tous les jours. Je pense notamment, puisque c'est dans l'actualité, c'est ce que j'essaye de regarder un petit peu l'actualité, même si je suis en tournée tout le temps, sans trop me polluer. Mais je vois tout ce qui se passe en ce moment avec tu sais, le corps médical, les médecins et tout. Je vois qu'ils sont un petit peu... ils ont le sentiment d'être un peu esselés. Et je trouve que eux c'est des héros, tu vois, comme les pompiers quand ils se déplacent, tu vois, les militaires qui sont disparus au Mali, voilà, toutes ces personnes là qui au quotidien donnent de leur vie, donnent de leur temps pour que nous on ait un quotidien meilleur. Ben c'est eux qui ont, voilà, sans faire de démagogie, hein, mais c'est des vrais héros du quotidien, et ils ont du succès dans leur domaine. Donc après, nous voilà, on a de la notoriété parce qu'on passe à la télé, parce qu'on fait rire les gens. On est aussi à notre niveau un petit médicament pour les gens. On essaye de leur faire oublier leur quotidien, mais ouais, non, le succès n'est pas forcément en lien avec la notoriété. Allez, pour finir cette interview, la question que je posais à tout le monde, si tu avais l'occasion de remonter le temps aujourd'hui, et t'adresser à toi-même quand tu étais enfant. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive? Je te dirais, frérot, prépare-toi. Tu vas vivre beaucoup de choses incroyables. Et surtout, n'oublie pas d'embrasser les gens n'oublie pas d'embrasser les gens avec qui tu vas faire l'interview pour la radio du Sud, la RTS. C'est un mec comme ça. Il s'appelle Nicolas, je crois. Merci Ahmed. Merci beaucoup. C'est cool. Qui c'est qui va se faire un bonbon? Tu dis pas à tes potes que je t'ai donné un créma, sinon ils vont tous me coller au cul. Salut Yak.